L'exposition Mémoire républicaine en Vaucluse est consacrée à l'histoire de la Première République, la République révolutionnaire fondée le 21 septembre 1792. Cette exposition retrace une page majeure de l'histoire du Vaucluse à travers la création du département le 25 juin 1793 et sa très grande originalité puisque ce département a été créé 3 ans après les autres départements français et qu'il a réuni une mosaïque d'entités politiques dont les frontières étaient enchevêtrées. Alors, ce chapitre inaugural des mémoires républicaines évoque une mémoire qui est entendue comme douloureuse pour présenter la Première République, le futur Vaucluse, siège jadis des États pontificaux, qui fut l'ère de la Révolution violente avec des affrontements qui ont constitué un front de lutte entre un fort mouvement révolutionnaire et la contre-révolution. Alors, les traumatismes engendrés par le massacre de la Glacière, par la crise fédéraliste, la Commission populaire d'Orange, ont nourri une mémoire victimaire qui a été exacerbée par la réaction thermidorienne, par la déchristianisation de l'an 2 en des terres où le souvenir des guerres de religion restait très présent. Ces épisodes violents ont façonné durablement la mémoire collective depuis la Grande Peur, l'incendie des châteaux, les premières pendaisons devant le Palais des Papes en juin 1790, les batailles militaires, les sièges devenus guerre civile en 91, la lutte à mort entre les montagnards et les Girondins en 93 qui s'est terminée par la crise fédéraliste, d'où est sortie la figure héroïsée du jeune Viala. Ce sont ces strates mémorielles, ces mémoires plurielles, forgées durant plus de 2 siècles, que l'exposition vous invite à découvrir. L'exposition s'ouvre sur la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Ce texte fondateur, proclamé par l'Assemblée constituante le 26 août 1789, a une valeur constitutionnelle aujourd'hui. Il est l'un des symboles de l'apport majeur de la Révolution à la République française et au monde. Dans le futur Vaucluse, où des territoires appartiennent encore au pape, la Déclaration soulève des passions, en particulier à propos de la liberté d'opinion religieuse. Le principe est fermement rejeté par la ville de Carpentras, défenseuse du pape et de ses territoires, mais plébiscitée par Avignon, plus perméable aux idées révolutionnaires. La première partie de l'exposition, France conquise ou France du refus, retrace les événements qui ont conduit à la création du département de Vaucluse en 1793. À l'horizon de la Révolution, le futur Vaucluse est une mosaïque de territoires appartenant à 7 entités. Les 2 États pontificaux, Avignon et le comtat venessin, le Dauphiné, dont l'ancienne principauté d'Orange, la Provence, les terres adjacentes de Provence et le Languedoc. 2 souverains, le roi et le pape, se partagent le territoire. Les États pontificaux sont alors gouvernés par un vice-légat résidant à Avignon et sont extrêmement attentifs aux troubles qui agitent le royaume de France et aux débats qu'ils soulèvent. Dès 1788, les États de Provence sont restaurés, illustrant l'agitation croissante de l'ensemble du pays. Suite à l'annonce de la tenue des États généraux à Paris en mai 1789, la rédaction des cahiers de doléances a lieu dans les territoires français comme à Gordes. Ce mouvement est rapidement imité à Avignon, où les doléances des corps de métier sont rassemblées dès juillet. La tenue des États généraux réclamée dans le comtat est finalement autorisée le 25 mars 1790. Pour ces territoires, la majorité des cahiers sont rédigés au mois de mai 1790, comme à Maubec, les Taillades, la Tour de Sabran ou Cabrières d'Avignon. Quel que soit le lieu, les souhaits de réformation des cahiers de doléances concernent une répartition égale et proportionnelle des impôts, l'abolition du système féodal et des privilèges.
l'égalité civile, religieuse et politique est également demandée comme un mérindole. Protestants et juifs exigent d'être des citoyens à part entière, selon l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Le mouvement des clubs des Amis de la Constitution, dont la société mère est le célèbre club des Jacobins à Paris, est un autre témoin de l'écho que trouvent les débats nationaux au niveau local. Ces sociétés associatives révolutionnaires, lieux de débats politiques, se multiplient comme à Avignon, Orange, Carpentras, Lourmarin ou Mérindole, jusqu'à atteindre en Vaucluse le total de 140 clubs en 1793. Au Club des Amis de la Constitution d'Avignon, installé dans la chapelle de l'Oratoire dès septembre 1790, sont débattues les initiatives politiques en rupture avec le pape. La question de la réunion à la France des États pontificaux ouvre la période révolutionnaire dans le futur Vaucluse. Elle est évoquée dès novembre 1789 à travers une motion déposée par Charles-François Bouche, avocat et député du tiers de la sénéchaussée d'Aix aux États généraux. Dès le début de l'année 1790, les événements dans le futur Vaucluse s'enchaînent et se cristallisent autour des divergences entre Avignon, favorable au rattachement à la France, et Carpentras, favorable aux réformes mais fidèle au pape. En février 1790, Avignon entre en rupture avec le Saint-Siège avec la mise en place d'une municipalité à la française. Le 10 juin, la forteresse du Palais des Papes est prise par les patriotes. 4 aristocrates sont arrêtés et pendus. La garde nationale d'Orange, avec à sa tête le maire Rodolphe Desmarres, intervient le 11 juin pour arrêter les émeutes, comme l'illustre ce célèbre tableau de Jules Varnier, conservé dans la salle du conseil de la mairie d'Orange. Dès le lendemain, Avignon vote son rattachement à la France et expulse le vice-légat Cassoni. Ce changement d'allégeance est illustré dans le courrier d'Avignon, où en quelques jours, les armes du pape sont remplacées par des fleurs de lys surmontées d'une couronne, symbole de la royauté. Carpentras, quant à elle, réaffirme sa fidélité au pape. En octobre 1790, elle envoie à l'Assemblée nationale 3 députés, parmi lesquels Gabriel Raymond d'Olivier du Rouvray, pour plaider pour le maintien de ce territoire dans l'État pontifical. L'Assemblée représentative du Comtat venessin, qui s'est constituée depuis le 27 mai à la suite des États généraux, rédige un manifeste et une déclaration pour condamner les actes d'Avignon, désormais ville ennemie. Malgré les demandes d'Avignon, l'Assemblée nationale rejette à 2 reprises, le 27 août puis le 20 novembre, la réunion des États pontificaux au Royaume de France. Peu de temps après ces échecs, Maximilien Robespierre fait part, dans cette lettre manuscrite du 3 janvier 1791, de son soutien aux Avignonnais. On y retrouve la verve du grand orateur apprécié du Club des Jacobins, formé à la philosophie universaliste des Lumières, avec cette déclaration « Ce n'est pas de nouveaux territoires dont nous avons besoin, mais d'hommes libres et vertueux ». L'opposition entre Avignon et Carpentras dégénère en guerre civile en janvier 1791, lors du premier siège de Carpentras par l'armée d'Avignon. Les États pontificaux se scindent bientôt en 2 camps. D'un côté, un pacte fédératif est signé le 7 février entre Avignon et 26 communautés du Comtat favorables à la Réunion. Ce pacte aboutit à l'organisation d'un premier Vaucluse le 30 mars, sans reconnaissance officielle de l'autorité française. De l'autre, 34 communautés fidèles au pape, dont Carpentras, se réunissent au sein de l'Union de Sainte-Cécile entre le 14 et le 16 mars. Un mois plus tard, un incident à Vaison réactive le conflit. La ville, fidèle à Avignon, est alors enclavée au milieu de communes adhérentes à l'Union de Sainte-Cécile. Dans la nuit du 14 au 15 avril 1791, des habitants des communes voisines s'emparent de Vaison et exécutent le maire Lavillas de plusieurs coups de feu. Cet épisode est vite instrumentalisé par les 2 camps et fait l'objet de récits contradictoires. Dans cette gravure, les événements sont déformés afin d'y ajouter une dimension dramatique. Lavillas n'est pas exécuté à l'arme à feu mais poignardé devant sa femme, qui n'était en réalité pas présente sur les lieux. Après l'assassinat de Lavillas, les troupes du pacte fédératif et de l'Union de Sainte-Cécile s'affrontent à Sarrian, où Avignon triomphe, puis à Carpentras, avec un nouveau siège qui dure du 23 avril au 14 juin. L'envoi de médiateurs français aboutit finalement à une signature à Orange de préliminaires de paix le 14 juin 1791. Le 14 septembre 1791, l'Assemblée nationale déclare les 2 États pontificaux partie intégrante de la France. Mais le rassemblement des 2 villes rivales dans un seul département semble alors impossible.
Les deux États sont divisés en deux districts avec pour chef-lieu Avignon et Carpentras, incorporés respectivement au département des Bouches-du-Rhône et de la Drôme. C'est finalement l'épisode fédéraliste qui va mener à la création du Vaucluse tel que nous le connaissons aujourd'hui. Au mois de juin 1793, les troupes marseillaises, alors en rébellion contre la Convention parisienne, remontent la vallée du Rhône. Pour s'assurer de la fidélité des élites locales, la Convention nationale leur propose de former un nouveau département composé de 4 districts, le Vaucluse, l'Ouvèze, Orange et Apt. Le département de Vaucluse voit officiellement le jour le 25 juin 1793 et son premier président, Jean-Raphaël Guintrandy, est élu le 4 septembre 1793. De cette histoire mouvementée émerge une figure héroïque, celle d'Agricole Viala. Ce jeune adolescent de 15 ans décède d'une balle dans la tête alors qu'il était en train de couper le câble du bac à treilles pour empêcher l'armée des fédéralistes marseillais de franchir la Durance. Son oncle, Agricole Moureau, administrateur du département, va jouer un rôle important dans la construction du mythe de ce héros enfant de la Révolution. De nombreuses gravures en témoignent, de même que ce buste en plâtre, reproduction d'un original en marbre de l'artiste Ruffier. Robespierre puis Barère souhaitent intégrer ce jeune héros dans les festivités nationales. Son entrée au Panthéon est même prévue le 28 juillet 1794, mais annulée en raison de la chute de Robespierre. La seconde partie de l'exposition revient sur les brutalités et les cruautés qui se sont exercées dès l'automne 1791, dans un contexte de guerre civile entre patriotes et aristocrates, patriotes et papistes, révolutionnaires et contre-révolutionnaires. Les violences échangées interrogent dans leur excès sur la légitimité de leur contenu politique. Ce sont des violences extrêmes et criminelles qui ont profondément marqué la mémoire collective. Elles posent la question de l'emploi de la force en politique, de la légitimité de la violence et de la frontière du tolérable. Plusieurs épisodes en particulier retiennent l'attention des contemporains. Tout d'abord, le meurtre du patriote Lescuyer, suivi du massacre de la Glacière à Avignon, suscite la plus grande attention à Paris. Le 16 octobre 1791, le secrétaire greffier de la municipalité provisoire Lescuyer est massacré sur les marches de l'hôtel de l'église des Cordeliers par une foule hostile à la municipalité. Pendant que se déroulent les faits, le général de l'armée du Vaucluse, Jourdan, ordonne l'arrestation d'une 60aine de personnes qui sont enfermées dans les cachots du palais. L'enjeu de ce dimanche 16 octobre est la maîtrise du territoire d'Avignon. C'est dans ce contexte que des prisonniers sont exécutés un à un à l'arme blanche durant toute la nuit. Ces événements ont donné lieu à une production massive de gravures qui appartiennent à l'imaginaire collectif et au registre émotionnel des deux parties. D'un côté, elles stigmatisent les révolutionnaires, de l'autre, elles mettent en avant les violences réactionnaires du peuple catholique. Second épisode marquant, celui de Bédouin l'infâme ou l'anéanti. L'affaire se déroule au tout début du mois de mai 1794. L'arbre de la liberté et les affiches de la Convention sont arrachés dans le village de Bédouin. Aussitôt, Meignier, représentant du peuple à Avignon, voit en Bédouin, engagé auprès des papistes, une situation insurrectionnelle. Il y installe le tribunal criminel départemental où une 60aine de personnes sont guillotinées, puis incendie le village. En décembre 1794, une députation de Bédouanais plaide leur bonne foi révolutionnaire auprès de la Convention. Une indemnité est versée aux habitants et la commune est rétablie en janvier 1795. Une cérémonie a lieu le 4 mai 1795, lors de laquelle est dévoilée une colonne à la mémoire des victimes. Enfin, le troisième épisode est celui de la Commission populaire d'Orange. Il se déroule durant la période dite de la Terreur, dans un contexte où la France fait face aux défaites militaires et à la contre-révolution intérieure. Plusieurs mesures sont prises afin de systématiser et d'accélérer la répression des adversaires de la République, comme la création d'un tribunal révolutionnaire d'exception, jugeant sans appel en mars 1793. C'est ainsi qu'en Vaucluse, le représentant Meignier demande au comité de salut public l'établissement d'un tribunal révolutionnaire local. Celui-ci s'installe le 10 mai 1794 à Orange, sous le nom de Commission populaire, pour juger les ennemis de la Révolution. Les séances se tiennent du 19 juin au 4 août.
597 personnes y comparaissent. 332 sont condamnées à mort et guillotinées le même jour. Parmi ces 332, nous avons choisi de suivre le parcours d'Antoine Roustan, numéro 221, ancien maire de Mondragon et condamné pour avoir participé à la révolte fédéraliste. Les tableaux permettent de retracer son parcours judiciaire jusqu'à sa condamnation à mort. Utilisée depuis 1789, en particulier sous la Terreur, la guillotine traverse l'histoire en spectre de l'imaginaire. Cette gravure romantique de Thomas Allon la place sous l'arc d'Orange alors qu'elle n'y a jamais été installée, dans une vision qui célèbre la République en choisissant le modèle romain de la mise à mort héroïque. À l'opposé, dans le triomphe de la guillotine de Tonnay ou Touzé, la guillotine devient le personnage principal d'une mise en scène d'épouvante, d'où se déverse une cascade de sang. Cette œuvre témoigne d'une importante production artistique après la chute de Robespierre, associée à un imaginaire infernal. Aujourd'hui encore, la guillotine reste largement associée aux épisodes de violence sous la Révolution. Des violences révolutionnaires commises en Vaucluse émerge un personnage sanguinaire, celui de Jourdan Coupe-Tête. Il trouve un rôle de premier plan au printemps 1791 en devenant l'un des commandants de l'armée du Vaucluse. Sous les ordres de Patrice, il affronte les troupes de l'Union de Sainte-Cécile. Il devient chef de l'armée du Vaucluse et prend le titre de général après avoir obtenu l'exécution de son ancien supérieur. La légende prétend qu'il coupa la main de ce dernier pour l'exhiber devant les soldats. Jourdan fait preuve d'une cruauté toute particulière dans le massacre de la Glacière, même s'il n'y participe pas directement. C'est lui qui donne les ordres d'exécution des prisonniers. Arrêté pour abus de pouvoir, il est finalement condamné à mort et guillotiné le 27 mai 1794. La troisième partie de l'exposition s'éloigne de l'événementiel pour évoquer l'idée de la régénération et de l'homme nouveau qui habite la Révolution. Elle permet de présenter la pédagogie de l'espace et du temps qu'exaltent les valeurs républicaines. Les révolutionnaires investissent rapidement le champ de l'espace qui se républicanise. Les toponymes illustrent en partie cette volonté. Tout ce qui rappelle l'ancien régime disparaît, la féodalité, les rois, les châteaux, les noms des saints. La référence doit être civique et le héros par excellence est Marat, personnification de la République menacée de mort. Dans le Vaucluse, la commune de Sarian se pare du nom du martyr. Plusieurs villes changent également de nom. Saint-Didier devient Pierre-Blanche, Saint-Pantaléon Pantaly, Villedieu Côte-Libre. La quasi-totalité des communes reprennent leur nom d'origine dès l'an 2 ou en 1814. L'espace se voit également doté d'une nouvelle matérialité, tout d'abord avec la création des départements en septembre 1789. Ce réaménagement révolutionnaire est très vite acquis. La Constituante a ainsi fait du département une petite république où chaque citoyen peut se rendre au chef-lieu en une journée de voyage à cheval. Le cadastre, ensuite, est également une invention révolutionnaire dans un pays où la majorité des terres n'étaient pas cadastrées. À Maubec, les noms des sections du nouveau cadastre font référence aux activités agricoles, mais on y trouve aussi des toponymes purement révolutionnaires. Section de la Révolution, des sans-culottes ou de la Liberté. Enfin, l'avènement du système métrique, sur proposition de Talleyrand, est un autre apport majeur de la République. Il permet d'harmoniser les unités de mesure qui étaient multiples d'une ville à l'autre, comme le pied, le pouce, l'aune, la toise ou la pinte. L'intention d'abolir le souvenir du passé se retrouve également dans la réforme du calendrier. Le calendrier biblique est abandonné au profit d'un calendrier laïque avec son mode de calcul et ses dénominations. Le début de l'ère républicaine est fixé au 22 septembre 1792, jour de la proclamation de la République qui devient le premier Vendémiaire. Fabre d'Églantine est l'auteur de la dénomination des mois de l'année qui évoque les saisons, comme Vendémiaire, Frimaire, Nivose, Pluviose, Ventose ou Germinal. Le calendrier républicain rationalise le temps sur la base du système décimal avec des semaines de 10 jours. Il est institué le 5 octobre 1793 et reste en service jusqu'en 1806. La France met également en place le temps décimal.
Le jour compte 10 heures au lieu de 24, l'heure 100 minutes au lieu de 60, la minute 100 secondes. La journée commence à minuit, il est alors 5 heures à midi. Ce système contraignant est rapidement abandonné en 1795, après 500 jours d'expérimentation. La quatrième et dernière partie de l'exposition traite de l'épisode déchristianisateur de l'hiver 1793 et du printemps 1794, et de la religion révolutionnaire par le culte de la raison puis de l'être suprême. Après la crise de Varennes, certains députés sont envoyés en mission pour inspecter les armées, gérer les troubles, puis installer le gouvernement révolutionnaire. Ces missionnaires patriotiques se devaient de revivifier l'esprit public. Parmi eux, Thomas-Augustin Gasparin, l'un des 5 premiers conventionnels de Vaucluse, originaire d'Orange, est envoyé en mission de 1792 à 1793. En Vaucluse sont également nommés Rovère, Poultier, puis leur successeur Meignier, à qui l'on doit notamment l'installation de la Commission populaire d'Orange. Envoyés pour rappeler toute l'orthodoxie des lois lorsque la patrie est en danger, certains représentants ont été érigés en grands coupables après la fin de la Terreur, comme sur cette estampe qui les compare au fléau de l'invasion des sauterelles, la 8e plaie d'Égypte. Avec la constitution civile du clergé, votée par la Constituante en juillet 1790, l'Église devient un service public. Les évêques, curés et vicaires sont des fonctionnaires au même titre que les autres et doivent prêter serment à la nation. Ceux qui s'y opposent sont considérés comme réfractaires. Nombre d'entre eux émigrent ou animent la contre-révolution de l'intérieur. Le décret du 20 septembre 1792 met fin à plusieurs siècles de monopole religieux avec la constitution de l'État civil. Désormais, au même titre que le baptême marque l'entrée dans la communauté religieuse, l'inscription de l'État civil scelle l'appartenance à la nation. Une vague de déprétrisation touche le clergé qui, à la fin de 1793, a déjà vu ses effectifs réduits par l'émigration et l'entrée en clandestinité du clergé réfractaire. Les abdications concernent majoritairement le clergé paroissial. Les prêtres se livrent à leur inspiration propre pour rédiger leur apostasie qu'ils adressent à la Convention, comme le curé de la paroisse de Sorgues. Les biens de l'Église sont transformés en biens nationaux, pour des raisons à la fois économiques et idéologiques. Il s'agit d'un côté de sauver l'État de la banqueroute, en mettant au service de la nation toutes les ressources disponibles, l'argenterie pour le numéraire, les cloches pour les canons, de l'autre, de convertir les églises devenues inutiles en temples de la raison, à l'image de l'église de Vaugine. Le culte de la raison va laisser place au culte de l'être suprême pour freiner les manifestations déchristianisatrices qui engendrent une autre forme de fanatisme que celui des prêtres réfractaires. Promu par Robespierre, l'être suprême est le créateur de l'univers. Il en est le grand ordonnateur ou le grand architecte. Le terme, s'il ne convient pas aux athées, convient aux chrétiens comme aux déistes. Une fête de l'être suprême a lieu à Paris le 8 juin 1794. C'est David, le peintre, qui en est l'organisateur. L'événement se déroule en 2 temps. Aux Tuileries a lieu l'embrasement d'une statue de l'athéisme qui se transforme en sagesse assise en majesté. Au Champ de Mars, une véritable procession religieuse accompagne un char tiré par des taureaux, selon le modèle des triomphes romains. L'église de Malmort porte encore aujourd'hui sur son fronton traces du culte de l'être suprême, témoignage d'un culte éphémère qui disparaît à la chute de Robespierre, après seulement quelques semaines d'existence. Pour terminer cette plongée au cœur de la tourmente révolutionnaire, l'exposition clôt son propos sur l'allégorie révolutionnaire en l'honneur de Rousseau, hommage rendu en l'an 2 par les hommes de la Révolution à leur grand ancêtre, amis de la nature, sages pédagogues du peuple, promoteurs du contrat social. Voltaire et Rousseau sont les Lumières devenues Révolution. Le 11 octobre 1794, 3 ans après la panthéonisation de Voltaire, Rousseau est à son tour porté en gloire au Panthéon. L'histoire de la Révolution
en Vaucluse a fortement impacté l'histoire nationale de la Révolution française, à mon sens, sur 3 points. Premièrement, le refus du pape des réformes de l'Assemblée constituante que soutenaient Carpentras et nombre de communautés comtadines. Deuxièmement, la surmédiatisation de l'affaire de la glacière. Et troisièmement, la fidélité d'Avignon et du futur Vaucluse, des territoires qui allaient devenir le Vaucluse, à la Convention nationale à Paris au moment de la crise fédéraliste. Premièrement, le pape refuse les propositions réformistes que soutenaient Carpentras et en général la plupart des communautés comtadines qui espéraient une troisième voie, une sorte de monarchie papale avec les réformes adoptées par l'Assemblée nationale, la constituante, dès 1789. Deuxièmement, l'affaire de la glacière, qui est en fait un règlement de compte entre factions avignonnaises, a été surmédiatisée jusqu'à Paris et a choqué bon nombre de révolutionnaires parisiens, modérés, et encore plus, l'amnistie générale qui a été proclamée quelques mois plus tard a interrogé encore des milieux modérés à Paris. Le troisième point correspond au moment de la crise fédéraliste, après l'élimination des Girondins. Paris, le pouvoir montagnard, craignait énormément que Lyon et Marseille fusionnent dans la rébellion contre l'Assemblée nationale, contre la Convention nationale. Et heureusement pour eux, la Drôme et Avignon n'ont pas basculé dans le camp marseillais et sont restés fidèles à Paris. Là, c'est un enjeu très important et pour la Convention nationale qui a pu petit à petit reprendre la main et éteindre toutes les insurrections qui avaient éclaté en province.